Donc là, on va démarrer le chapitre 3. Je ne dépends de personne. Donc on va en lire, je pense, la moitié. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live le temps que tout le monde arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, je commence la lecture, puis tout le monde nous rejoindra au fur et à mesure. Voilà. Donc, le livre qu'on lit, c'est Les dépendances affectives de Véronique Berger. Aimer et être soi-même. Donc, l'amour plutôt que l'addiction affective. Tu es tout pour moi, je n'ai besoin de personne, nous ne faisons qu'un. Être ensemble est insupportable, mais nous quitter est impossible. Angoisse d'abandon, mécanisme d'isolement ou désir de fusion à l'autre sont divers visages d'un même phénomène, la dépendance affective. Comment la reconnaître? Comment s'en libérer? D'où vient-elle? Avec des témoignages riches et éclairants, ce livre met au jour des origines familiales et généalogiques des dépendances affectives. Accaparement de l'enfant par le parent, emprise des amours, violences et abus, traumatismes transmis de génération en génération. Surtout, il nous invite à mobiliser les ressources dont nous disposons pour accéder à la liberté d'être soi, car le choix d'une vie non plus subie, mais incarnée, même s'il est difficile, nous appartient. Donc c'est le livre qu'on est en train de découvrir en ce moment. Donc Véronique Berger, c'est l'auteur. Elle a écrit donc Les dépendances affectives. Donc je lis le chapitre 3, je démarre. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Donc vous appuyez sur l'écran comme ça, tac, tac, tac. Voilà, le temps que tout le monde arrive, s'il vous plaît, pour booster un peu le live et que tout le monde ait la notif. Voilà, et puis donc moi je commence la lecture. Donc chapitre 3, je ne dépends de personne. Je propose d'aborder maintenant un dernier volet de modes relationnels qui parfois, sous l'apparence d'une grande indépendance, masquent la réalité d'un puissant état de dépendance affective. Dans ce nouveau cas de figure, nous constatons soit un déficit des liens aux autres, soit à l'inverse, une grande consommation de relations. Mais quelle que soit la situation, ces personnes ont pour trait commun de manifester un profond détachement, fin ou réel, envers l'autre. Elles semblent se suffire à elles-mêmes et signifient aux autres et au monde entier qu'elles n'ont besoin ni de dépendre de personne. Pourtant, en nous penchant plus avant sur leur histoire et leur mode de vie, nous constatons un désinvestissement de la relation plutôt qu'une réelle autonomie. Ce désinvestissement peut prendre différentes formes. J'en ai privilégié ici 3 visages. Tout d'abord, la coupure aux autres sous le mode de l'isolement, puis sous celui de l'indifférence, comme une peau faisant écran entre soi et l'environnement. Et enfin, l'atteinte portée à toute forme de lien, particulièrement ceux ayant trait à l'engagement. Dans ces 3 modes de désinvestissement, apparaît surtout et avant tout l'impérieuse nécessité de fuir ou de nier le lien de dépendance à l'autre, et plus encore de dépendance affective, intrinsèque aux relations humaines. En effet, notre condition humaine fait de nous des êtres de besoin, mais aussi de désir. Comme l'écrit G. Sévérin, le désir est une dynamique, un élan, une source qui nous pousse dans la vie, à la recherche des autres qui nous appellent aussi. Appelés et destinés à être en relation avec le monde et nos semblables, nous sommes naturellement interdépendants les uns des autres. Or, ici, cette réalité reste comme méconnue ou impensable, et le lien de dépendance, assimilé à un lien d'asservissement
ou d'aliénation, devient signe d'une mise en danger de la personne dans son statut de sujet réduit au rang d'objet de l'autre. Cette représentation du lien de dépendance éveille des angoisses particulièrement intenses d'inexistence, de désapprobation de soi, de vampirisation, de perdition, de vide. Pour s'en protéger, il devient alors vital et impérieux de fuir l'investissement relationnel. Je vous propose de le découvrir avec Anaïs, Raphaëla et Don Juan. L'isolement et la coupure. Besoin de personne. L'histoire douloureuse d'Armand, présentée au chapitre précédent, révèle la présence sourde et silencieuse d'une angoisse de perte et d'abandon reliée à toute forme de dépendance affective. Tout au long de sa vie, Armand a tenté de s'en prémunir, soit en plaçant la relation sous le primat de la haine, soit en évitant la relation par le truchement de l'isolement et de la coupure. Anaïs, quant à elle, s'est immergée corps et âme dans ce mode de non-relation à l'autre, et tout autant à soi, qui s'exprime principalement par les voix du vide et de la douleur. Anaïs ou la désolation intérieure. Très jolie femme de 38 ans, Anaïs souffre depuis plusieurs années de douleurs gastriques intenses et d'un grand sentiment de vide dans sa vie. Sur le conseil de son généraliste, elle vient me consulter. Incontestablement, un immense vide habite Anaïs, tant dans sa vie professionnelle ou privée que dans son monde intérieur. Son métier, purement alimentaire, n'offre pour elle aucun attrait ni intérêt. Même si d'autres domaines la tentent, elle se résigne à ce travail la mort dans l'âme, contrainte et forcée, n'ayant selon elle pas d'autre choix. Sa vie personnelle apparaît tout aussi désolée. Au fil des années, Anaïs éprouve de plus en plus un grand sentiment de solitude et d'ennui dans son couple sans enfant. Elle dit n'en avoir jamais souhaité. Elle entretient peu de contact avec sa famille en dehors de ses parents, à qui elle rend visite régulièrement, mais chez qui elle est très vite rattrapée par l'ennui et la morosité. Par ailleurs, ses distractions se limitent à un petit noyau d'amis dont sont exclus les hommes, envers qui elle ressent une grande méfiance. Anaïs sort peu, ne lit que rarement, passe ses soirées devant la télé et ne pratique aucun loisir, en dehors de longues marches solitaires, pour fuir la maison. Chez moi, c'est un vrai capharnaüm. Quand j'y suis, je m'ennuie. Je devrais faire du rangement, mais c'est un tel fatras que je ne sais pas par quoi commencer, et ça ne me dit rien. Je n'ai goût à rien. Dès que je rentre chez moi, je me sens vide, désœuvrée et enfermée, et je n'ai qu'une envie, c'est d'en partir. Tel un univers fantomatique, sa vie semble peuplée par la solitude, l'errance et un ennui mortel. Coupée de ses émotions, de ses sentiments, de ses désirs et de ses rêves, Anaïs est l'hôte d'un monde intérieur désaffecté. Déconnectée du subtil en elle, elle se vit comme un robot ou comme une morte vivante. Seule la douleur physique, intensément ressentie, prédomine au sein de son monde intérieur. Telle une pieuvre aux multiples bras, la sensation douloureuse parasite et colonise tout l'espace interne de son corps, de ses perceptions et affects, de ses pensées, et court-circuite l'ensemble du champ de ses ressources vivantes. Anaïs parle de ses entrailles à feu et à sang, de la douleur réduisant son corps à un champ de bataille, de sa sensation d'eau et de sang dans les poumons et d'un arrière-goût de sang persistant au fond de la gorge. Ainsi,
La douleur physique apparaît-elle comme unique affect identifiable et représentable sous forme imagée et comme seule manifestation vivante de son intérieur. Anaïs semble immergée dans ce vécu des tout premiers temps de la vie où le lien du nourrisson au monde passe principalement par la sensation préexistante aux représentations, à la pensée et aux mots. Mais ici, pas de diversité des sensations, incluant le plaisir, l'apaisement ou le bien-être. Seules prédominent des sensations de douleur et de chaos qui ont inauguré sa venue au monde. Je ne sais pas grand-chose de ma naissance. Je sais seulement que ma mère a beaucoup souffert lors de l'accouchement et que je suis née avec les forceps et toute bleue parce que je ne respirais presque plus. Les conditions difficiles de sa naissance évoquent cette bataille contre la mort, le sang versé, le feu de la douleur et la menace d'asphyxie. Le bain de sensations douloureuses et catastrophiques dans lequel Anaïs est née a laissé une empreinte au plus profond de la mémoire du corps et de sa psyché. Une désaffection parentale. Élevée par une mère à la présence diaphane, peu communicative ni affectueuse, accaparée par un mari colérique et despotique, Anaïs a été privée dès l'origine d'une présence maternelle, enveloppante, rassurante et apaisante. L'expérience originaire et fondatrice de sa venue au monde, marquée du sceau d'une indicible douleur, n'a pu être relayée par la contenance réparatrice des bras, de la pensée et des mots de sa mère. Cette absence d'identification maternelle et de parole a obstrué le passage du vécu brut et catastrophique des sensations originaires à un travail psychique de transformation, d'assimilation et d'intériorisation. Sándor Ferenczi, puis Nicolas Abraham et Maria Torok ont montré l'importance de l'expérience progressive pour le petit humain du passage de la bouche pleine de seins à la bouche pleine de mots. Cet apprentissage permet ainsi de surseoir au vide de la bouche, puis plus tard à l'absence physique de la mère, qui devient présente en parole. De cette manière, l'enfant peut suppléer à son absence par une intériorisation de sa présence devenue figurable. Cependant, ce processus n'est accessible au bébé qu'avec l'assistance constante d'une mère possédant elle-même cette capacité psychique de symbolisation. Restée sous le joug de la sensation privée de parole et de sens, Anaïs demeure dans un vide de symbolisation, où seul le réel donne forme et existence aux expériences et aux ressentis. Rien n'est figurable, tout se vit au pied de la lettre. Les mots parlent à la place des mots. Le corps martyr se substitue à la psyché souffrante. Le capharnaüm et l'ennui à la maison prennent le pas sur la confusion et la désolation intérieure. L'absence physique est vécue en lieu et place de son absence psychique. C'est ce monde intérieur, dévasté, déserté, qu'elle me dépose en vrac. Anaïs ne sait pas quoi dire, se sent vide de pensée, ne perçoit aucune émotion en elle, dort d'un sommeil sans rêve, anesthésiée par les somnifères dont elle ne peut pas se passer, sans une grande difficulté à associer librement, n'a pas ou peu de souvenirs d'enfance, dont essentiellement lui restent des sensations d'ennui, de morosité et de solitude. Comme je l'indiquais, Anaïs a souffert de l'absence psychique de sa mère. Ma mère n'a jamais travaillé à l'extérieur. Elle était tout le temps à la maison et ne sortait que pour les courses. Elle était tout le temps occupée par les tâches domestiques et accaparée par mon père, dont elle
devancer les exigences pour éviter ses colères. Elle lui a toujours été soumise, comme un esclave à son maître. Aviez-vous des moments d'intimité ou de partage avec elle ? Il n'y avait pas de communication à la maison. Rien en dehors des emportements de mon père ou des remontrances de ma mère, toujours inquiète du qu'en dira-t-on. On ne se disait rien, et moins encore pour tout ce qui concernait l'intimité. Avec elle, c'était le silence radio. Veiller aux apparences, rester lisse, ne donner aucune prise au jugement des autres, constituaient des impératifs incontournables sur lesquels reposait le mode éducatif maternel. Ne rien entendre, ne rien voir, ne rien sentir, ne rien dire de la souffrance était en quelque sorte la devise familiale. Anaïs a incorporé ce modèle et grandit aux côtés de parents étrangers, sourds et muets à sa détresse. Dans la vie d'Anaïs, l'absence psychique de sa mère, laissant place au vide, s'est conjuguée à la vacance d'une autre place, celle de son père, omniprésent par son égocentrisme despotique, mais totalement absent dans sa fonction paternelle. Cette fonction fondamentale et d'essence symbolique place le père comme représentant et garant de la loi, porteuse de vie, qui introduit l'enfant au monde, autre que maternelle et familiale, à la sublimation et à la civilisation. Cela implique que le père lui-même ait suffisamment intégré cette dimension symbolique, qu'il incarne la loi et non qu'il fasse sa loi. Or, Anaïs n'a pu prendre appui sur cette figure paternelle, contenante et structurante face à un père tyrannique, terrorisant et asservissant, confondant autorité et autoritarisme despotique. J'ai toujours gardé mes distances avec mon père, avec qui aucune communication n'a jamais été possible. Il nous a traités comme des boys, devant exécuter ses volontés. Rien n'était discutable avec lui. Il s'emportait pour n'importe quoi et avec n'importe qui. Silence puis gêné. Il me faisait honte et peur aussi, parce qu'il pouvait être pris par des fureurs de forcené. Avec lui, il n'y avait pas d'autre solution que de tout ravaler et de rester à l'écart. De vous absenter de ce qui se passait en vous et autour de vous? Oui, c'est ça, de me débrancher, ne plus donner prise à rien. C'est comme si je faisais la morte. Au fond, c'est encore comme ça maintenant. Quand je me sens en difficulté, je fais la morte. C'est en effet sur ce mode privilégié de l'absence qu'Anaïs se place dans sa relation à elle-même, aux autres et au monde. C'est ce qu'elle remettra également en scène dans sa psychanalyse, et notamment par la voie de ses manquements et déplacements réguliers de ses séances, et parfois de ses disparitions, sans plus donner signe de vie. Alors, je fais une petite pause, je vous remonte le livre qu'on est en train de découvrir. Donc, c'est le livre de Véronique Berger, Les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Et on découvre là le chapitre 3, donc je ne dépends de personne. Et vous avez le chapitre 1 et le chapitre 2 sur ma chaîne YouTube. Les replays sont enregistrés sur ma chaîne Madame-Succès, donc comme mon nom sur TikTok. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez écouter les replays des autres chapitres. Voilà, et je mets aussi des vidéos de méditation, donc vous pouvez aller voir. J'en ai sorti une hier. Voilà, bienvenue tout le monde. Voilà, je remonte les commentaires. Bonsoir. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur le live. Merci beaucoup. Hop, voilà, bienvenue tout le monde. Ok. Hop, je redescends. Voilà.
Ok. Donc si vous aviez mis un commentaire et que je ne l'ai pas vu, n'hésitez pas à le remettre. Coucou champion. En fait, il n'y a que moi qui fais la lecture. Voilà. Est-ce que tu aimerais lire le livre, du coup, c'est ça? Alors, je vais continuer. Donc là, le chapitre 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez la lecture ou pas? Est-ce que, si ça vous parle, on peut discuter de tout ça. Je regarde tous vos commentaires. Hop. Ok, on va pas lire, enfin, quoique, je pense pas qu'on va lire tout le chapitre, mais bon, on va continuer, on va voir. Coucou Elvis, comment vas-tu? Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, je continue. Donc là, on a vu Anaïs avec, du coup, sa mère absente. Donc, vous avez vu, sa mère absente psychiquement parce que elle était présente dans sa vie. Physiquement, elle était là. Mais psychiquement, elle n'était pas là parce que elle ne répondait pas aux besoins d'Anaïs bébé, parce que elle n'a pas été, elle n'a pas répondu aux besoins maternels qu'a l'enfant, en fait, puisque elle était recentrée tout le temps, concentrée sur son père, donc sur le mari, pour anticiper ses colères. Donc tout était recentré sur le mari, donc sur le père d'Anaïs. Et donc, il n'y avait ni la place à la discussion, ni la place à égaliser les attentions, que ce soit pour son mari, pour elle-même aussi en tant que mère et femme, et pour Anaïs. Donc, du coup, Anaïs n'avait pas d'autre choix que de se renfermer, que de couper de ses émotions parce que finalement, personne n'était là pour l'écouter, et ça depuis qu'elle était bébé. Et en plus de ça, donc on le voit, elle a eu du coup une naissance difficile, donc au forceps. Voilà, elle était toute bleue, elle respirait presque plus, etc. Et dans les moments comme ça, évidemment, donc déjà le fœtus ressent dans le ventre de la mère l'environnement, ressent l'état d'esprit, les émotions de la mère, donc est très sensible à ça déjà. Puis l'accouchement, c'est une phase qui est extrêmement importante parce que ça marque le bébé. Et derrière, le bébé est en attente. Donc c'est aussi douloureux quand même pour la mère que pour l'enfant, même si parfois ça se passe très bien, évidemment, il y a de tout. Mais en tout cas ici, du coup, le bébé, dans sa première expérience de sortie du ventre, ça a été difficile, ça a été choquant. Voilà, donc ça a été compliqué. Et là, la mère, en fait, doit répondre aux sollicitations du bébé pour l'apaiser, pour l'entourer, pour le sécuriser et que psychiquement, le bébé soit plus... soit dans un peu une bulle de sérénité, en fait, avec du coup de la tendresse, de l'affection, de l'amour. Vous voyez, la contenance réparatrice des bras, de la pensée, des mots de sa mère. En fait, le bébé, en fait, a besoin de ça. Donc, on l'a vu, l'humain, en fait, passe d'une bouche pleine de seins à la bouche pleine de mots. Parce qu'en fait, au début, le bébé est forcément extrêmement lié par sa mère puisqu'elle lui donne à manger. Et en fait, elle répond à tous ses besoins de cette manière-là aussi. Et puis, petit à petit, le bébé va devenir un enfant, un adolescent, etc. Et après, la mère, il y aura toujours un lien sain à sa mère par les mots. Parce qu'en fait, même si physiquement la mère n'est pas là, elle l'est psychiquement, elle l'est par les mots, elle l'est par l'éducation. Parce que, en fait, l'enfant grandit sécurisé et rassuré et écouté. Donc, écouter dans ses besoins, écouter à la place en fait d'exprimer ses besoins, ses émotions, sans qu'on lui reproche de le faire. Voilà. Et là, donc, non seulement Anaïs n'a pas eu l'occasion de le faire, mais en plus, elle a vu sa mère
cacher aussi tout ça, se renfermer pour être à l'écoute uniquement de son père. Et c'était très intéressant, la fonction paternelle, comme elle le dit, puisque le père est représentant et garant de la loi porteuse de vie qui introduit l'enfant au monde, à la sublimation et à la civilisation. Donc la mère rassure intérieurement, psychiquement, et le père rassure par rapport au monde extérieur. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Et là, en fait, même si le père doit être autoritaire, évidemment, parce que dans l'éducation, il y a toujours une part d'autorité, il y a toujours un cadre à mettre, parce que l'enfant forcément grandit et va expérimenter, etc. Donc, il y a toujours un cadre, une éducation à faire. Mais là, c'était vraiment autoritarisme despotique, elle dit, puisque le père était absent dans son rôle de père, dans son rôle éducatif. Il n'était pas là, mais il était là seulement physiquement et en plus autoritaire, puisque il était égocentrique, colérique, voilà. Donc tout était tourné vers lui. Et en fait, si du coup les deux femmes, en fait, donc la mère et Anaïs, n'étaient pas du coup au service du père, et finalement ça pouvait les mettre en grande difficulté. Donc on voit que ça a eu un impact fort sur Anaïs, puisque du coup, comme on ne lui a jamais appris à s'écouter, et qu'elle a grandi avec un mécanisme de ne plus donner, faire comme si elle était morte, le silence, en fait, vraiment se renfermer sur elle, en fait, ça a été son mode de fonctionnement, et du coup, c'est ce qu'elle a développé en étant adulte. Et plus, en fait, quand on est dans cette boucle-là, plus on est en difficulté, plus on va utiliser nos mécanismes de défense. Et elle, son mécanisme de défense, c'est de se renfermer. C'est vraiment de n'être à l'écoute ni du monde extérieur, ni de son monde intérieur. Et du coup, on le voit, puisque quand elle a fait appel à Véronique Berger, qui est psychanalyste, en fait, c'était vraiment, donc comme elle a dit au début, parce que finalement, elle a un grand sentiment de vide. Voilà, elle a un grand sentiment de vide, que ce soit dans sa vie professionnelle, privée, donc relationnelle, amicale, etc. Parce qu'elle n'est pas à l'écoute de ses besoins, elle ne se laisse pas l'opportunité de se dire « je mérite, j'ai de la valeur, je mérite des belles choses pour moi, je suis à l'écoute de mes émotions et donc de mes besoins, et je choisis, je dirige mes choix vers ce qui répond à mes besoins ». En fait, elle ne le fait pas à l'extérieur d'elle-même, ni intérieurement. Et donc, voilà, du coup, elle vit une vie vide parce que elle ne la vit pas au sens vécu émotionnel, ressenti, vraiment être connectée, en fait, dans sa connexion à la vie. Donc ça, en gros, c'est ça, quoi. C'est ce qu'elle explique. Voilà. Alors, je regarde vos commentaires. Coucou Rosemary, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'est le livre sur les dépendances affectives. Donc on est en train de le lire. Voilà. Donc vous l'avez dans ma bio. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, vous pouvez faire une capture. Coucou Malu. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez compléter mon explication. J'essaye de vous expliquer au fur et à mesure, mais n'hésitez pas si ça vous parle, si n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci beaucoup pour tous ceux qui tapotent aussi. Et comme je vous disais, les replays des lives sont sur ma chaîne YouTube, donc vous avez le chapitre 1 et 2 qui sont en ligne sur ma chaîne. Donc je continue la lecture. Une absence à la relation. Par ces absences, Anaïs tente de reprendre contact avec le monde étrange et désert de sa relation aux figures parentales. La mise en acte de ces absences agirait comme des retrouvailles familièrement étranges, et à la fois comme une tentative de se réapproprier et de transformer ce mode relationnel de son enfance, resté d'actualité.
Donc là, vous voyez, c'est important parce que ce qu'elle explique, c'est que en fait, l'idée, c'est que elle a grandi avec un mode de relation avec ses parents. Donc ils ont eu un mode relationnel avec ses parents qui était désert, comme elle le dit, étrange, désert, parce qu'en fait, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas d'intimité avec ses parents, il n'y avait pas de figure parentale, voilà. Et donc, en fait, elle a grandi avec cette vision-là de la relation qu'elle avait avec ses parents. Et du coup, en fait, elle dit la mise en acte de ces absences agirait comme des retrouvailles familièrement étranges. Voilà. Donc pour elle, c'est une tentative de se réapproprier et de transformer ce mode qu'elle a eu relationnel avec ses parents, qui en fait, pour elle, à son âge, à 38 ans, est toujours le même que celui dans son enfance. Voilà. Donc ainsi déplacer régulièrement et au dernier moment ces séances, comme en reporter le paiement ou oublier de me rappeler, semble traduire sa recherche de continuer à exister, durant ses absences, aux yeux du parent psychanalyste, restant dans l'attente de sa venue, de son paiement ou de son appel. Et de cette façon, de l'obliger à rester présent à elle. Donc, vous voyez, ça c'est son mécanisme, l'absence. Donc lorsqu'elle est absente, en fait, c'est comme si elle gardait le lien, en fait. Et elle le fait pareil avec la psychanalyste. De même, par ses agissements, Anaïs tente tout autant de transformer son vécu, intériorisé de l'abandon, en se posant cette fois comme actrice de l'absence et non plus en la subissant. Toutefois, pour que son acte d'absentéisme participe pleinement à un travail d'assimilation psychique de ses vécus d'abandon, encore fallait-il qu'il puisse pour Anaïs elle-même produire du sens. Face à sa difficulté de mise en pensée et en parole, le relais par les images, intermédiaire entre le corps et le langage, ouvrait un passage. J'ai privilégié cette voie avec elle, l'invitant régulièrement à traduire en images ses sensations, notamment celles de son corps douloureux. Après un temps d'hésitation devant cet exercice qu'elle jugeait probablement incongru, Anaïs a commencé peu à peu à associer ses sensations à des images de bois mort à la dérive, de mer agitée, froide et sombre, de décombres charriés par un fleuve en crue, d'une demeure vaste à l'intérieur encombré, en vrac, où s'entassent des affaires appartenant aux anciens occupants et qui l'emprisonnent. Elle a ensuite relié ces images au monde froid et sombre de son enfance, au débordement de son père qui emportait tout sur leur passage, à son monde intérieur encombré et en vrac, rattaché à sa sensation d'un poids mort pesant sur elle. Donc tout ça, quand on voit par exemple le fait qu'elle ait une difficulté de poser des mots, des sensations, des émotions sur ce qu'elle ressent, c'est parce qu'en fait on ne lui a jamais appris. C'est parce que on ne lui a jamais appris à les exprimer, à dire ce qu'elle pensait, à répondre à ses émotions, et comme en fait elle a tout intériorisé, du coup à 38 ans en fait, mais bon après c'est l'âge, en fait ça disons que c'est une manière de fonctionner qui perdure, et peu importe l'âge, en fait à l'âge adulte on va reproduire ça, en fait ça va être une manière de fonctionner. En fait, voilà, on peut voir que du coup, elle n'arrive pas à mettre des mots, des émotions, à poser les choses, et c'est pour ça qu'elle se sent aussi en vrac, encombrée, en vrac dans son monde intérieur, parce que comme on ne lui a pas appris à parler, à s'ouvrir, à vivre ses émotions, en fait, c'est de l'inconnu. Et l'inconnu, on ne le traite pas. L'inconnu, on se dit, on préfère l'enfouir, on se dit, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est encombré, parce que elle ne sait pas ce qu'elle ressent, elle ne sait pas à quoi ça correspond, à quel type de besoin, etc. Parce que finalement, elle ne l'a jamais fait vraiment, quoi.
Et donc, c'est vrai que l'idée des images, c'est très intéressant. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, par exemple, que vous avez du mal à évoquer ce qui vous gêne, à parler de situations qui sont complexes, à poser des mots, des émotions, vous pouvez poser des images. Vous pouvez dessiner, vous pouvez associer des objets, des scènes. Et là, on le voit. Donc, finalement, elle a associé les crises de son père qui s'emportaient avec elle le disait, un fleuve en crue, enfin voilà, avec une mer qui emporte tout sur son passage. Et en fait, c'est un premier pas vers la reconnexion à soi, et le fait de poser des images, ça permet ensuite de comprendre ce qu'il y a derrière ça. Donc c'est voilà, c'est hyper intéressant comme technique, et ça peut être utilisé pour expliquer si jamais vous faites des thérapies, si même pour vous-même, voilà. Donc je continue. L'écoute de ces sensations et l'accès aux ressentis et représentations qu'elle éveillait va relancer une dynamique psychique vivante, notamment avec la réapparition de rêves et la sensation d'une renaissance. Donc vous voyez, le fait qu'elle ait mis à l'écart toutes ces sensations, ces émotions, ces ressentis, qu'elle n'ait pas eu l'occasion de les exprimer et d'y répondre du coup dans des actions, en fait elle a tout enfoui en elle, et elle s'est coupée en fait de cette sensation d'être vivante, parce que quand on se sent vivant, on ressent des choses. Et là en fait elle n'avait pas la possibilité de le faire, donc elle avait fait le choix, en fait, par survie, de s'éteindre. Et là, quand avec la psychanalyse, elle a réussi à poser des mots, des images, qu'elle a appris à petit être à l'écoute de ses sensations, de ses ressentis, de ce que ça a représenté, en fait, elle a réveillé en elle ses besoins. Et donc, son imaginaire, toute cette forme psychique en fait, et donc ça a permis la réapparition des rêves et la sensation d'une renaissance. Voilà. Mais effectivement, donc néanmoins, ces avancées restent fragiles, puisque forcément, quand ça a été comme ça depuis des années, on fait face à de la nouveauté, donc on peut avoir peur, parce que quand c'est de la nouveauté, on ne connaît pas, donc il faut être rassuré, se rassurer petit à petit, et on peut vite retomber dans des mécanismes anciens. Donc je pense qu'on va le voir là, quoi. Donc on en est là. En effet, Anaïs donne à ressentir et à vivre sa grande difficulté à investir dans la durée une relation profonde et de confiance, car celle-ci suscite immanquablement en elle tantôt la crainte de la perte de l'être cher, tantôt la peur d'un lien d'assujettissement à la personne. De même, être spontané et vrai amène aussitôt en retour pour Anaïs le risque du désaveu, de l'abandon et de la honte, conduisant à la perte de l'être aimé. C'est ce qu'elle exprime à l'occasion de certaines de ses séances. Je n'ose pas être moi-même avec les autres. Ici aussi, ça m'est difficile de tout dire. J'ai peur d'être jugée et rejetée. C'était comme ça avec ma mère. C'est comme ça avec mon mari. Cela a été pareil lors de ma première relation sexuelle. J'ai préféré faire cette expérience avec un garçon qui ne comptait pas pour moi plutôt qu'avec celui que j'aimais bien, de peur de le décevoir. Donc là, on peut voir que Anaïs, comme je vous disais, donc en fait, quand on est dans de la nouveauté, on va tester en fait des nouveaux modes de faire, on va tester d'autres manières d'engager des relations. Et là, dans ce que l'auteur nous explique, c'est que en fait, pour elle, elle associe le fait d'évoquer ses ressentis, de partager ça avec l'autre, avec le fait que il peut y avoir du désaveu, de l'abandon, de la honte, parce qu'en fait, elle a grandi dans un environnement où lorsqu'elle exprimait ses émotions, c'était ce qu'on lui faisait ressentir. Que comment ça tu nous fais part de
de tes envies, de tes besoins. T'as pas honte, je suis déjà hyper occupée avec ton père, par exemple. C'est peut-être ce qu'elle a entendu. Ou arrête de m'embêter, enfin pour le dire poliment, parce qu'on est sur TikTok, mais avec son père qui pouvait faire une crise. Vu qu'il est égocentrique, il n'y a que lui qui compte. Seul son nombril compte, son bonheur, seules ses envies comptent et peu importe les envies des autres, ça n'existe pas et il va les mettre de côté. Et donc, exprimer ça, elle l'a associé à ces réactions-là. Et comme évidemment quand on est bébé, on grandit avec ses parents, en général, après il y a plusieurs formes de famille, mais en tout cas voilà, elle a associé tout bébé et jusqu'à la phase adulte, le fait d'exprimer avec le fait d'être jugé et rejeté. Et elle le dit, j'ai peur d'être jugée et rejetée. Parce que c'était comme ça avec sa mère. Et c'était comme ça avec son père. Et donc, c'est ce qu'elle a reproduit avec son mari. Et c'est normal. Parce que forcément, c'est sa zone de confort en fait. C'est une zone de confort parce que c'est ce qu'elle connaît. Et le fait de sortir de ça, ça lui demande du coup de s'investir dans une relation et elle a peur parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer, elle ne peut pas anticiper. Voilà. Et donc elle a préféré entretenir des relations avec des personnes qui soit ne s'intéressaient pas à elle, soit ne pas avoir de relation du tout par peur d'être de nouveau jugée et rejetée, quoi. Donc c'est ce qu'on peut voir là. Donc n'hésitez pas, hein, je regarde vos commentaires. Je parle beaucoup, mais je regarde vos commentaires en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes les personnes qui tapotent. Voilà. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez dire un petit mot. Je regarde les commentaires. C'est moi, j'ai peur de l'engagement. Coucou Elodie. Voilà. Donc vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Est-ce que, voilà, si ça te parle, essaye de comprendre, en fait, de voir chez toi ce que tu ressens quand tu t'engages, quelles sont tes peurs, qu'est-ce que tu as pu vivre dans l'enfance. Il faut aller creuser à chaque fois. À chaque fois, on dit oui, on va pas retourner dans l'enfance, etc. Pourtant, c'est la base, hein. C'est notre socle. C'est les premiers apprentissages de la gestion humaine, relationnelle, de l'approche de son monde intérieur des autres, c'est les premières années de vie avec les parents. Et c'est ce qui fait le socle. Et si ce socle, cette base saine n'est pas là, on risque de reproduire des choses. Donc il faut aller essayer de comprendre ce qui s'est passé, au moins pour le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va aller en parler avec ses parents, ça veut pas dire forcément, on n'est pas forcément prêt à aller engager des discussions avec ses parents. Si on peut, c'est mieux, pour essayer de comprendre même l'accouchement, des choses comme ça. Mais en tout cas, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'enfance et du coup, et les schémas qui se sont reproduits. Voilà, petit à petit. Yes, voilà. Hop. Donc je vous mets le livre. Oui, ouais, je vous remets le livre. Donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. La peur de souffrir et de se faire rejeter. Mais voilà. Donc il faut. Donc on le voit dans le livre et on le voit de manière générale. Du coup, en fait, il faut essayer d'associer la relation à autre chose. Le fait d'oser entretenir une relation, il faut essayer d'aller se dire, en fait, quelles sont mes ressources intérieures aujourd'hui? Si je m'engage dans une relation, l'autre, en fait, va y répondre. Mais comment est-ce que je peux être moi-même? Déjà, comprendre ses propres besoins, savoir de quoi est-ce que j'ai besoin dans une relation pour me sentir bien. Et ensuite, oser aller dans cette relation et comprendre que, en fait, se faire des scénarios et se dire, en fait, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui reste de moi?
mon estime de moi, elle ne change pas. Je m'aime toujours. La relation n'a pas fonctionné, pas parce que je me suis fait rejeter, mais parce que il n'y avait pas forcément les accroches nécessaires. Vous étiez peut-être différents, mais en fait, il ne faut pas associer le fait de la fin d'une relation avec son estime personnelle, avec le fait que si une personne me rejette, je ne vaux rien. En fait, il faut vraiment dissocier l'estime de soi, l'amour qu'on a de soi-même, l'amour qu'on se porte, avec le fait qu'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, même professionnelle, ne fonctionne pas. Parce qu'il y a plein de raisons au fait qu'une relation ne peut ne pas fonctionner. Voilà, donc et essayer de comprendre, voilà, du coup, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que les parents agissent par rapport à eux-mêmes, et par rapport à leurs peurs, par rapport à leurs besoins. Là, par exemple, pour Anaïs, par exemple, sa mère avec son père, c'est parce que sa mère avait ses propres peurs, avait aussi peut-être recréé des schémas qu'elle avait fait depuis qu'elle était jeune. Peut-être qu'elle a vu aussi ses parents faire des choses et qu'elle a reproduit. Si elle avait fait ce travail sur elle, de comprendre ce qui se passait pour essayer de couper en fait ces schémas générationnels qui se reproduisent, alors c'est une possibilité, hein, c'est une option, peut-être qu'elle aurait pu être une mère un peu différente et apporter plus d'amour à son enfant en se disant mon mari, j'ai conscience qu'il est comme ça et moi je fais le choix de ne pas entrer dans ce schéma-là, par exemple. Et là, c'est à Anaïs de faire ce travail-là, de comprendre en fait pourquoi aujourd'hui d'aller vers plus de vitalité et d'essayer de se donner la possibilité de se faire confiance, de s'aimer et d'oser répondre à ses besoins, de s'écouter petit à petit pour couper en fait. Sinon, on reproduit toujours les mêmes schémas. De rien Lali, très bonne soirée. Voilà, donc je continue la lecture. Alors, je vais lire... on va pas lire jusqu'à la fin. Je vais voir, je continue un petit peu. Je pense qu'on va lire jusqu'à 22h30. Et donc, je verrai où j'en suis à ce moment-là. Donc, je continue, on en est là. Parallèlement à son angoisse de perte, Anaïs éprouve une quasi-impossibilité à s'engager dans des relations où elle ne se sent pas sur un pied d'égalité. En dehors de son lien à ses amis ou à son mari, perçu comme aussi dépendant d'elle qu'elle de lui, toute autre forme de relation agite en elle le spectre d'un rapport d'assujettissement. Elle y relie sa crainte d'être enfermée dans un carcan rigide, prisonnière et sous emprise. Ces deux types d'angoisse traduisent la représentation d'un lien de dépendance totale à l'autre, suscitant un sentiment catastrophique d'inexistence. Soit l'autre est vécu comme insécurisant, car toujours susceptible d'abandon, soit comme aliénant. Face à l'angoisse d'inexistence que le lien de dépendance a fait naître en elle, Anaïs a opté pour une position défensive de coupure et d'isolement. Ne pas lâcher prise, au sens de ne pas s'abandonner à elle-même, comme maintenir l'autre à distance, constitue en effet des stratégies destinées à se protéger contre la perte ou l'assujettissement en gardant le contrôle sur soi et sur les autres. Nous avons vu combien l'absence d'une présence parentale suffisamment vivante et sécurisante, ainsi que le défaut de communication affective et verbale avec son environnement proche, ont très tôt installé Anaïs dans un vide intérieur, envahi de sensations douloureuses, débordantes, dans une anesthésie de ses émotions, sentiments et pensées, dans un vécu d'errance et de désolation. La coupure, tant avec son monde intérieur et ses désirs qu'avec l'extérieur, a pris racine dans le monde désolé et abandonné de son enfance.
En même temps, elle a constitué une protection, coûteuse mais solide, contre la souffrance qui en résultait en instituant une barrière entre soi et soi-même et entre soi et l'autre, créant l'illusion d'une enveloppe protectrice extérieure à son corps. Ainsi, ne pas se laisser aller à ressentir ni à dire, ne pas exprimer de besoin ni de tendresse, être désaffecté, se couper de soi et des autres peuvent être autant de modes de protection contre le sentiment de dépendance affective ressentie comme dangereuse pour l'existence même du sujet. Ne dépendre de personne devient une nécessité impérieuse et n'avoir besoin de personne le moyen mis en œuvre pour tenter désespérément d'y parvenir. Cependant, l'histoire d'Anaïs, tout comme celle d'Armand, témoigne du coût élevé de ce mode de protection. Solitude abandonnique, errance et vide, déconnexion avec la dimension animée et vivante de soi et du monde. L'indifférence, variante du fonctionnement de la coupure, laisse elle aussi entrevoir la présence d'un lien de dépendance parfois massive et la tentative éperdue de s'en préserver. Donc vous voyez ici que, comme on l'a vu, l'absence de la présence parentale qui va être normalement vivante et sécurisante, donc créer un lien affectif, créer un lien d'échange, d'amour physique, psychique, qui va sécuriser l'enfant en répondant à ses besoins, une communication affective, d'écoute, de mise en avant des ressentis du bébé, de l'enfant, etc. En fait, toutes ces absences-là, ça a provoqué très tôt chez Anaïs le fait de devoir mettre de côté, en fait, tous ses besoins, toutes ses pensées, tous ses ressentis. Et donc, le fait de devoir intérioriser et puis au final couper ça, en fait, c'est ça qui crée le vide intérieur. Voilà. En fait, envahi de sensations douloureuses débordantes, une anesthésie des émotions, des sentiments, des pensées, un vécu d'errance et de désolation. Parce que finalement, c'est l'inconnu, ressentir, penser, communiquer même ses émotions, c'est l'inconnu. C'est la peur de le faire parce que on a peur que l'autre nous rejette pour ce que l'on est, parce que finalement, c'est ce que ses parents ont fait. Donc on va continuer dans une boucle où on va en fait associer toute cette communication, le fait de le vivre intérieurement et avec les autres, on va couper ça. Et donc elle est coupée de son soi intérieur, mais aussi de ses relations avec les autres par peur. Et en fait, même à l'âge de 30 ans, 38 ans, je crois qu'elle a 38 ans, en fait cette peur, c'est l'enfant qui a peur. Là, on est vraiment sur comment calmer, sécuriser l'enfant en elle, en se disant aujourd'hui je suis adulte, je n'ai plus les mêmes ressources que quand j'étais enfant, je ne dépends plus de la présence de mes parents, je peux faire le choix de ressentir, je peux faire le choix de vivre ma vie, je peux faire le choix de communiquer mes besoins parce que j'y réponds déjà avec moi-même. Et plus on répond avec soi-même à nos besoins, moins on a peur que les autres n'y répondent pas. Et donc, plus on ose aller vers eux, parce qu'on se sécurise intérieurement. Et là, c'est vraiment l'enfant en nous, l'enfant intérieur, l'enfant en nous, qu'il faut aller sécuriser, rassurer, aimer, répondre petit à petit aux besoins du quotidien, oser petit à petit communiquer sur ses besoins auprès de l'autre, de son partenaire de vie, de ses collègues, etc. Alors après, il y a des positions différentes en fonction de l'environnement dans lequel on est, mais il faut oser petit à petit et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas les conséquences de quand on était petit. On ne va pas même si on est rejeté, même si la personne en face ne comprend pas, on peut quand même continuer à répondre nous-mêmes à nos besoins. En tant qu'adulte,
on répond à nos besoins de notre enfant intérieur en fait. Et donc, c'est beaucoup moins, même si émotionnellement c'est difficile et c'est normal, on n'est pas sur vraiment cette partie extrêmement insécurisante que l'on ressentait quand on était petit. Et donc ça, il faut essayer au maximum d'aller y répondre, quoi. Voilà. Alors, je vous remonte le livre, c'est les dépendances affectives. Voilà. Donc, c'est l'adulte qui répond aux besoins de l'enfant. Donc, on est à la fois enfant intérieur, adulte, et vraiment comment se sécuriser, comment apprendre à s'aimer petit à petit. Et les personnes, par exemple, les personnes qui, quand vous leur exprimez un besoin, quand vous essayez d'être dans la communication, en fait, si ces personnes n'y répondent pas, c'est peut-être que la relation n'est pas celle qu'il faut, en fait. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'oser communiquer sur ce dont on a besoin, parce que plus vous communiquez, plus vous êtes à l'écoute de vous-même, plus vous exprimez, et plus vous trouverez les personnes qui vous correspondent. Parce que si vous restez, en fait, si on reste dans des ressentis à l'intérieur de nous, quand on ne sait pas de quoi est-ce qu'on a envie, quand on ne souhaite pas les communiquer, finalement on reste avec des personnes, on est dans des environnements qui ne nous correspondent pas et on ne sait pas pourquoi. Ou qui nous vident, on n'est pas connecté, on sait pas, voilà, on est dans des endroits, on est avec des personnes et on sait au fond de nous qu'on n'est pas censé y être parce qu'on est malheureux, mais on ne comprend pas pourquoi. Et la première piste, c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'on ressent et y répondre petit à petit et communiquer déjà avec soi-même et mettre en place des actions et communiquer ensuite auprès des autres pour essayer d'ensuite réajuster petit à petit sa vie et pour se reconnecter à soi, quoi. Voilà, merci Kouz. Voilà, coucou Séné, super, écoutez, si le livre vous plaît, trop bien, tant mieux. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, donc il est 22h30, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la lecture. Attendez, je regarde, l'indifférence de ses feintes, rien ne me touche. Tac. Donc le prochain live, on va finir du coup. Le prochain live, on va lire donc la deuxième partie du chapitre 3 et la conclusion donc de la première partie. Donc on va s'arrêter là pour ce soir parce que sinon ça fait beaucoup. Mais on peut continuer à en discuter. Donc vous voyez, donc là on est en train de lire la première partie, donc les multiples visages des dépendances affectives. Donc on a lu Tout dépend de toi. Attendez, hop, 129. Attendez, hop. Voilà, c'est pour pas que je perde. Voilà. Donc on a lu Tout dépend de toi, le sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre, l'angoisse de la perte, le manque, le sentiment d'abandon. Je t'aime à la folie, pas du tout, la fusion à l'autre, idéaliser l'autre, la haine. Donc tout ça on l'a lu, vous avez les replays sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les visionner, vous pouvez aller vous abonner pour suivre toutes les lectures si jamais vous n'êtes pas sur le live. Voilà, et là on en est au chapitre 3, donc je ne dépends de personne. Donc l'isolement et la coupure, l'indifférence et ses feintes, rien ne me touche, et Don Juan, je les aime toutes, se protéger du lien de dépendance. Et là, donc, on en est à rien ne me touche, hop, ici. Donc on va, voilà, oui c'est ça, 129. Donc on lira la fin et la conclusion de toute la partie 1, soit demain, soit vendredi. Et ensuite, il y aura la deuxième partie, héritage des dépendances affectives, la part des autres, le désamour, les héritages familiaux. Donc là, on va voir que, alors je pense que c'est ce qu'on va voir. On va voir en fait que du coup, le parent a en fait un rôle extrêmement important
dans l'apprentissage et l'évolution de nos besoins, et que eux-mêmes, en fait, ont vécu des choses comme ça. Parce qu'en fait, on agit uniquement par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vision des choses, par rapport à notre vécu, à nos peurs, etc. Et donc, voilà, il faut bien comprendre qu'il y a un lien aussi transgénérationnel, puisque parfois, il y a des schémas familiaux qui se répètent et qui ne sont pas coupés par une personne qui décide de se dire, pour moi, en fait, ce mode de fonctionnement ne me convient pas, j'en souffre pour plusieurs raisons et je décide de faire les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses parents, ses grands-parents, etc. On peut ressentir évidemment de l'amour pour eux et voilà, mais ça veut seulement dire qu'on fait le choix de faire différemment, de s'aimer, d'aimer l'autre et d'entretenir des relations qui sont différentes. Voilà, donc tout ça on va le voir petit à petit. Voilà, et donc le livre ça parle des dépendances affectives. Donc c'est la peur de perdre l'autre, c'est la peur d'être rejeté, c'est en fait par peur d'être dépendant de l'autre, on va utiliser plusieurs types de fonctionnement en fait. Donc soit on va idéaliser l'autre parce qu'on veut pas voir ses défauts, soit ça va être vouloir absolument fusionner avec l'autre, ne faire qu'un au détriment de ses propres besoins, donc on veut faire qu'un dans la relation et s'oublier. Ça peut être aussi la peur de l'engagement, comme on le voit là, le fait de se dire je préfère pas m'engager dans des relations au risque d'être dépendant, de souffrir, etc. Donc il y a plein de visages différents. Donc en fait dans le livre on apprend à les découvrir et à s'en libérer pour aller vers plus d'amour de soi et voilà, et vraiment être dans la guérison. Voilà, coucou hygiène mentale. Alors, coucou Elodie, en fait les lives, ça dépend l'heure. J'ai pas d'heure fixe en fait. J'ai essayé de mettre des heures fixes, mais en fait c'est vraiment en fonction de mes dispos et du coup je mets plus d'heures fixes, mais vous avez les replays, donc si tu veux écouter le début, tu peux aller, tu pourras écouter le début de la vidéo. Je vais la mettre soit là, soit demain. Voilà. Mais je vais la mettre bientôt. Voilà, cette partie-là, le replay de ce live, soit ce soir, soit... Je vais essayer de le mettre là. Voilà. Sans là, on va pas tarder à clôturer le live. Mais du coup, je le mettrai juste après. Comme ça, tu pourras l'écouter. Vous pourrez l'écouter demain ou ce soir tard si vous dormez pas, quoi. Voilà. Donc, l'auteur du livre, c'est Véronique Berger. Vous avez le lien du livre dans ma bio si vous voulez. Vous avez toutes mes recommandations de livres de développement personnel. Vous pouvez cliquer sur mon lien Linktree et aller voir. Voilà. Il y a plein de recommandations. C'est un lien Amazon où vous pouvez les commander ou au moins aller regarder. Et voilà. Ouais, il est super. Franchement, ce livre, il est vraiment bien. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, il met les solutions. Hop, je vais vous montrer. Bon, ça, de toute façon, je sais où on en sera. Donc, vous voyez la troisième partie. Quand le jeu persiste et de l'obstination à la persévérance. Donc, vous avez les coulisses de la dépendance. Donc, bénéfice inconscient, obstination et ses effets pernicieux. Et après, donc, le chapitre 8 et 9, à la découverte d'une terre nouvelle. Donc, le chemin de l'analyse. Donc, le changement, j'y vais pas. Le désir d'exister. Le sentiment d'étrangeté. Le langage du corps. Le langage des rêves. Et le chapitre 9, donc vers une liberté vraie, accéder à soi, s'ouvrir à l'inventivité et à la créativité, parler vrai et être vrai, se réconcilier avec soi et s'ouvrir aux autres. Donc il y a vraiment, la première partie, c'est vraiment quels sont nos fonctionnements,
par rapport aux dépendances affectives, d'où est-ce que ça vient et comment s'en libérer. Voilà, donc il y a 3 parties et c'est ça en fait. Donc, nos fonctionnements, d'où est-ce que ça vient et comment s'en libérer. Donc, il est vraiment très intéressant. Moi, je vous recommande de le prendre. Après, bon, il y en a plein sur les dépendances. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, moi, j'avais pris celui-là et c'est vrai que il est super chouette. Voilà, coucou Rafara. Donc, on a terminé le live. On va clôturer du coup. Donc, j'ai fait un petit live ce soir, mais voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu, qu'on continue la lecture. Yes. Ouais, il est vraiment complet. Franchement, il est complet. Après, je sais pas si ce que vous pensez de... Voilà, est-ce que pour vous, il est difficile ou pas à lire? Il peut être un peu compliqué. Il y a des mots, c'est pas forcément évident. Mais il se lit tranquillement, voilà, petit à petit. Et comme je vous disais à chaque fois, c'est bien d'avoir son livre pour pouvoir le relire, pour pouvoir vraiment se l'approprier, quoi. Oui, c'est ça, il y a des mots qui sont un peu compliqués, ouais. Il y a des phrases, parfois, elles sont un peu compliquées, mais après, l'avantage, c'est que comme il y a les témoignages, et elle explique bien de différentes manières, donc globalement, je pense qu'on comprend un petit peu voilà ce qu'il y a dedans, quoi. Coucou Fatma, de rien, avec plaisir. J'espère que tu vas bien, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc le replay sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner pour suivre les replays. Voilà, on va clôturer le live sur ça. Donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez aussi vous abonner sur mon TikTok pour et activer les notifications donc sur mon profil. Comme ça, vous avez la notif lorsque je passe en live. Et sinon, vous pouvez activer la notif ou regarder de temps en temps ma chaîne YouTube et vous aurez la suite. Donc on lit plein de livres de développement personnel, on en lit plein de différents. On a lu, donc avant ça, on a lu Influence et manipulation. On avait lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. On le relira peut-être, on va voir. Là, le prochain qu'on lira, c'est les profils émotionnels. Apprendre à les connaître et mieux vivre avec. Voilà, ce sera sûrement celui qu'on lira après. On en a lu plein. Après, on a lu des livres un peu différents. Les 4 accords Toltec. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an que je fais les live lectures. Donc, on en a lu déjà pas mal. Mais c'est super parce que voilà, ça permet de connaître plein de choses. Et surtout d'apprendre à se connaître. Voilà. Ma chaîne YouTube, c'est Madame-du-bas succès. J'allais dire Marine, du coup, comme j'ai lu ton commentaire en même temps, Fatma. Voilà, donc c'est comme mon pseudo sur TikTok. Voilà. Ouais, les livres, on les a quasiment tous lus. Il y en a juste 1 ou 2 là qu'on n'a pas lus, mais on les a tous lus en live. On a lu aussi Devenir super conscient de Joe Dispenza et Rompre avec soi-même. Et on a lu Deep Work. Voilà, donc tout ça on les a lus. Vous les avez dans mes recommandations de livres de développement personnel. Vous avez toute la liste des livres. Et vous en avez encore d'autres sur les finances, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez les commander. Vous pouvez voir les résumés, les avis, et voilà. Si, c'est Marine. Oui, c'est bien, c'est bien mon prénom. Yes. Yes. Et donc tout ça, on en parle en live. Donc voilà. Donc on va terminer le live. Donc je vais vous mettre le replay là. J'espère que ça sera pas trop long à télécharger. Donc je vais vous le mettre là directement. Je vais clôturer le live et je vous le mets sur YouTube. Comme ça, vous l'avez. Et puis, vous pouvez réécouter ce soir ou dans la semaine. J'essaierai de vous faire un live ce soir ou vendredi.
Mais je pense que ce sera vendredi. Voilà, bonsoir Jean Sticker. Bonsoir tout le monde. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à vendredi, on fera un live plus long. On parlera plus longtemps. Peut-être que voilà, on verra ce qu'on fait. Mais là, j'en fais un petit parce que je me lève tôt demain, donc voilà, je peux pas rester trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, vendredi, on en fera un plus long et on continuera la lecture du livre Les dépendances affectives. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous ai aussi mis une vidéo de méditation. Donc si vous êtes intéressé pour tester la méditation, si vous voulez des nouvelles vidéos, voilà. Donc je vous en ai enregistré une sur comment rayonner et s'aimer. Voilà, donc elle est vraiment chouette. J'ai essayé de la faire un peu longue, elle dure 25 minutes. Donc c'est vraiment comment voilà, recréer la lumière en soi, la chaleur, l'estime de soi. Donc c'est vraiment recréer ce ressenti-là dans tout son corps. Elle est, enfin en tout cas, voilà, elle est vraiment bien. Et je vous recommande d'aller la faire. N'hésitez pas n'hésitez pas à me mettre votre retour en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse sur des thématiques particulières. Si voilà, il y a des choses que vous souhaitez aborder, que je vous fasse des vidéos de méditation spécifiques, n'hésitez pas. Et me dire si la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à aller la liker aussi. Et voilà, ça permet de booster un peu mon travail. Et voilà, ça serait super cool. Ok, transformation intérieure, yes. Ok. Ouais, ça je vais faire. Ok, merci Elodie. Donc voilà, j'ai une liste, hein, j'ai pas mal d'idées, donc je vais essayer de vous en faire une. Mon objectif, ça va être de vous en faire au moins une par semaine. Donc voilà, là, va falloir que j'essaye d'en faire au maximum, parce que pour l'instant, je vous en ai mis 2. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup d'avoir été toutes et tous présents sur le live. Merci d'avoir assisté à la lecture, pour tous les likes. Et voilà. Et je vous dis du coup à vendredi. Et pour toutes les personnes qui veulent... Enfin, pour toutes les femmes, hein, parce que je coach uniquement des femmes. Pour toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte pour le coaching. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On prendra le temps... je prendrai le temps de vous expliquer. Vous pouvez réserver un appel sur mon lien Linktree. Donc voilà, allez vous balader, vous allez voir, c'est sympa, il y a pas mal de choses. Bonne soirée et à vendredi. Voilà, je vous dis à vendredi. Très bonne soirée, très bonne nuit et voilà. Bonne soirée.